Barack Obama. S'il y a bien un président étranger que vous connaissez, c'est lui. Premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis qui était à la tête du pays entre 2009 et 2017. Il est souvent perçu par le grand public comme un homme charismatique, éloquent et même fun. Enfin ça, c'est une vision qui existe surtout en Occident. Martin Luther King disait « j'ai un rêve », Obama dit « j'ai un drone ». Si vous tuez des femmes et des enfants continuellement depuis tant d'années, c'est un crime de guerre. Et oui, celui que l'on a tendance à appeler le président cool n'est pas perçu comme tel partout dans le monde. Bien que pour beaucoup il incarne le sauveur du multilatéralisme et du droit international, les critiques à son égard résonnent de plus en plus. Et certains n'hésitent pas à le qualifier de criminel de guerre. Mais cette affirmation est-elle vraie ? Le président Obama a-t-il réellement enfreint les lois de la guerre ? Non. Les amis, accrochez-vous bien, parce que c'est ce que nous allons découvrir au cours de cette vidéo. Avant de parler des facettes les plus sombres des 2 mandats d'Obama, il me paraît tout de même important de revenir sur En effet, pour beaucoup, Obama constituait un espoir pour la paix. Une rupture par rapport au président George W. Bush. Vous savez, ce président bien aimé de tous, aussi bien aux États-Unis qu'à travers le monde d'ailleurs, notamment pour son caractère bienveillant et pacifiste. Bon, plus sérieusement, il s'agit de l'homme qui a mené la guerre contre le terrorisme à l'échelle mondiale, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 orchestrés par Oussama Ben Laden. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Un mois après, il décide d'envahir l'Afghanistan afin de détruire l'organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le pays avec la bénédiction des talibans. L'ancien président américain en a d'ailleurs profité pour les renverser. Manifestement, ça a porté ses fruits, mais il a surtout marqué l'histoire en envahissant l'Irak en 2003. Cette fois-ci, pour des motifs trompeurs appuyés par de fausses preuves pour mettre fin à un régime qui gênait ses intérêts dans la région. Et cela malgré l'opposition de plusieurs pays dont la Chine, la Russie et la France. Des membres permanents du Conseil de sécurité, je le rappelle. Et cerise sur le gâteau, le secrétaire général de l'ONU lui-même s'est montré défavorable à l'intervention américaine. Mais bon, ça c'est loin de gêner les États-Unis, après tout c'est à ça que ça sert d'être la première puissance mondiale. Vous vous en doutez bien, le caractère belliqueux et unilatéral du président Bush a profondément bouleversé l'ordre mondial. Les valeurs fondamentales de la démocratie américaine, telles que l'état de droit, ont été bafouées. Le droit international aussi. Oh shit, here we go again. Les organisations terroristes, au lieu d'être anéanties, se sont renforcées. Et puis il ne faut pas oublier que ces guerres se sont enlisées et que chaque jour les affrontements causaient des pertes américaines supplémentaires, mais aussi la mort de nombreux civils. Donc l'arrivée d'Obama à la Maison Blanche, dont la campagne électorale de 2008 reposait sur la promesse de se retirer du conflit en Irak, mettre fin au centre d'incarcération et de torture de Guantanamo, ainsi que de ressusciter le multilatéralisme, constituait une source d'espoir à l'échelle mondiale. Une fois au pouvoir, Barack Obama a effectivement mis fin à la guerre d'Irak en 2011 et a considérablement réduit la présence américaine en Afghanistan à partir de son second mandat. Il justifiait ces initiatives en disant que cela permettrait de limiter les pertes militaires et civiles. Mais en parallèle, il a également développé massivement le programme de drones, multipliant par plus de 10 le nombre de frappes au cours de son premier mandat par rapport à l'administration précédente. Cette stratégie en soi, c'était une bonne alternative pour limiter les morts du côté de l'armée américaine, mais on ne peut pas en dire autant concernant les civils. Dites-vous que rien qu'entre 2009 et 2013, le Bureau of Investigative Journalism dénombrait entre 254 et 622 morts civiles au Pakistan. Outre le Pakistan, des frappes ont aussi été menées au Yémen et en Somalie, des pays dans lesquels les États-Unis n'étaient même pas officiellement en guerre. Vous conduisez des opérations en Afghanistan? Oui, nous conduisons des missions en Afghanistan. Au Yémen? Je ne peux confirmer que pour l'Afghanistan. Au Pakistan? Je ne peux confirmer que pour l'Afghanistan. Ce que fait l'administration Obama ici, c'est des exécutions extrajudiciaires, qu'on pourrait définir comme le meurtre d'individus en dehors de tout cadre juridique. Oui, parce que c'est important de le préciser, mais la guerre constitue un cadre juridique, étant donné que celle-ci est encadrée par le droit international. Le truc, c'est que la Commission des droits de l'homme de l'ONU condamne fermement ce type d'exécution. Et dans ce cas précis, il ne s'agit même pas d'un crime de guerre, puisque si vous avez bien suivi, il n'est pas question formellement de conflit armé sur les territoires que je viens de mentionner. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, car une exécution comme celle-ci en temps de paix, c'est un acte qui viole le principal droit fondamental de l'homme, qui est tout simplement de vivre. Mais bon, revenons sur la guerre, et plus précisément sur l'utilisation des drones. Lorsque Barack Obama a quitté ses fonctions, il aurait orchestré 563 frappes de drones responsables de la mort d'environ 3797 personnes, dont de nombreux civils. Et là, toutes les personnes qui vont me dire « Oui, mais il y a toujours des dommages collatéraux pendant les guerres »,
Je vous vois déjà venir, et en plus ce raisonnement n'est pas valable, surtout dans le cas que je suis en train de traiter dans cette vidéo. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que la procédure interne concernant les frappes de drones a été conçue de sorte à maximiser le nombre de victimes. Et ce n'est même pas une blague. Certaines frappes suivaient une logique de signature strike. Cette pratique vise à cibler les individus pour les tuer non pas en fonction de l'identité ou des activités confirmées des cibles, mais plutôt en fonction de caractéristiques comportementales, identifiées comme étant celles typiques des militants. Sachant que sont considérés comme des militants tous les hommes en âge de servir dans l'armée se trouvant à proximité d'une cible présumée. Autant vous dire qu'en termes d'incertitude et de manque de rigueur, on atteint un certain niveau. Mais attendez, parce que ce n'est même pas ça le pire. Il existe un autre type de frappe, le double tap. Ça consiste à lancer une première frappe de drone, suivie d'une seconde quelques minutes plus tard qui vise cette fois les sauveteurs et les premiers intervenants. La logique qui sous-tend l'utilisation de cette méthode est que ceux qui se dirigent vers le lieu de la première frappe doivent être eux-mêmes des militants. Oui, parce que vous vous doutez bien que le seul motif qui pousse les personnes aux alentours à agir, ce n'est pas leur conscience morale ni même leur sensibilité, mais bien leur appartenance à un groupe. Plus franchement, vous voyez bien que ces tactiques ne peuvent qu'augmenter les risques de dommages collatéraux. Surtout que ces frappes de drones visaient essentiellement à éliminer des terroristes, qui passent leur temps à se dissimuler parmi la population civile. Le bilan de l'ensemble des frappes est donc loin d'être surprenant. On pourrait maintenant penser que toutes les exactions d'Obama en matière de lutte armée sont liées à son programme de drones. Malheureusement, la réalité est encore plus dérangeante que cela. Vous vous rappelez du camp de Guantanamo que le président fraîchement élu avait promis de fermer? Eh bien, il ne l'a jamais fait. Au départ, c'est parce que le Congrès s'y opposait. Mais ensuite, Obama a tout simplement changé d'avis. En effet, le 7 mars 2011, le président américain revient sur sa promesse de janvier 2009 et signe un décret pour assurer la détention illimitée de 47 détenus jugés trop dangereux pour être libérés, violant au passage la Convention de Genève. C'est assez proche des décisions prises par le président Bush finalement. Faut croire que la rupture entre les deux administrations était limitée après tout. Ah quoique, si on s'intéresse de plus près à ce qu'a fait George W. Bush à la fin de son dernier mandat, on se rend compte qu'il a parachevé une loi en 2008 intitulée Child Soldiers Prevention Act. Ce texte, encore en vigueur aujourd'hui, vise à interdire l'aide militaire américaine et la vente d'armes aux pays dont les forces armées recrutent ou conscrivent des enfants comme combattants. Pas mal, non? Enfin, à condition que ce soit respecté. Et devinez qui est le premier responsable politique à avoir violé ce principe? Eh bien, c'est notre fameux lauréat du prix Nobel de la paix qui manifestement n'en a pas grand chose à faire du droit international humanitaire. En 2010, il a donné instruction à sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, de s'abstenir de sanctionner le Tchad, la RDC, le Soudan et le Yémen puisqu'apparemment, il était dans l'intérêt national de continuer d'entraîner leurs armées et de leur vendre des armes pour lutter contre le terrorisme. Oui, parce que vous comprenez, en tant que première puissance mondiale, on n'a pas trouvé de meilleure solution que d'envoyer des gamins sur le front pour se battre contre les terroristes. Vous trouvez que la liste devient longue? Eh bien moi aussi. Mais gardez en tête qu'elle n'est même pas exhaustive. Je n'ai pas encore parlé du rôle que les États-Unis ont joué dans la déstabilisation de la Libye en 2011, par le biais d'une intervention militaire de l'OTAN qui officiellement visait à protéger la population civile, mais qui, dans les faits, a servi à renverser le régime. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un d'ailleurs ? Bien que cette attaque ait initialement été autorisée par le Conseil de sécurité, Obama a outrepassé le mandat de l'ONU en participant à la chute du dictateur libyen, ce qui rend son attaque illégale puisque seule la légitime défense et les interventions autorisées par cette institution justifient la légalité d'un conflit armé. Les articles 42 et 51 de la Charte des Nations Unies l'affirment explicitement. Autrement dit, le lauréat du prix Nobel de la paix a commis un crime contre la paix. Quelle ironie. Et je n'ai même pas mentionné le scandale d'Obama concernant l'intensification du trafic d'armes à destination des cartels mexicains. Mais si le sujet vous intéresse, Max Bellona a fait une vidéo très complète sur le sujet. En tout cas, il est important de se rappeler que malgré l'apparence cool que renvoie le président Obama, notamment dû à son équipe de communication, il est avant tout un chef de guerre durant ses 8 ans de fonction. Et peut-être même pire. La véritable question qui se pose maintenant, c'est de savoir si Barack Obama peut être considéré comme un criminel de guerre. Si on en croit l'ensemble des informations que je vous ai partagées au cours de cette vidéo, ainsi que l'avis de certains journalistes et membres d'associations, il en a tout l'air, puisqu'il a commis plusieurs violations graves du droit international humanitaire en temps de guerre, sans compter les autres types de crimes que j'ai mentionnés précédemment. Certains diront qu'on ne peut pas tenir Obama comme l'unique responsable de toutes les exactions commises lorsqu'il était à la Maison Blanche. Et cette affirmation est juste. Effectivement, il faut faire preuve de nuance dans ce type de vidéo. La CIA et le Pentagone ont mené des opérations de façon autonome au cours de ces mandats, et ont ainsi effectué de nombreuses frappes sans le consulter au préalable. Toutefois, il est important de rappeler qu'Obama, en tant que commandant en chef des armées, est loin d'être innocent. C'est lui qui a participé activement au développement du programme de drones, malgré les risques que cela impliquait. C'est lui qui a autorisé l'intervention militaire en Libye, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, Obama, sur le plan international, n'est pas si différent de ses prédécesseurs, ni même de ses successeurs. Comme eux, il n'a pas hésité à bafouer le droit international pour servir les intérêts de son pays, et malheureusement au prix de nombreuses victimes.